Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 27 septembre. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir. De grands déplacements suivis par nos équipes ces toutes dernières heures. Le prince souverain à Rome, à la découverte notamment de la Villa Médicis, et Thomas Brezzo, le président du Conseil national à Malte, à l'occasion de la conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Thomas Brezzo sera notre invité dans un instant. En principauté, en plein cœur du Monaco Yacht Show, nous nous intéresserons de plus près à l'entretien de bateaux pas comme les autres. Et puis n'oubliez pas désormais, à la suite de votre journal, comme tous les vendredis, votre après-JT, où l'on s'intéressera à la décarbonation en marche dans ce secteur si particulier du super-yachting. Dans un peu plus d'un quart d'heure, Arnaud Sbarato, le cofondateur de The Office Monaco, sera avec nous pour évoquer la place aujourd'hui, chez nous, du coworking. Et bien sûr, nous évoquerons ce soir l'événement de ce samedi au Stade Louis II, le centenaire de l'AS Monaco, en marge de la rencontre à 21 h entre l'ASM Football Club et Montpellier. Et sans plus tarder, direction Rome, où le prince Albert II est actuellement en déplacement afin d'aller à la découverte du couvent de la Trinité des Monts et de la Villa Médicis. Et il a également été récompensé pour son engagement envers la valorisation du patrimoine culturel du sud de l'Italie, comme vous l'explique Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. On la surnomme la ville éternelle, où histoire et modernité se rencontrent à chaque coin de rue. De ces monuments emblématiques à ces ruelles pittoresques, Rome fascine et émerveille depuis des siècles. Située au sommet de la Piazza di Spagna à Rome, la Trinité des Monts est un symbole emblématique de la ville. Le cardinal de Polignac, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège au XVIIIe siècle, a joué un rôle crucial dans la construction de cet escalier monumental reliant la place à l'église. Fondé au XVIe siècle, ce couvent enchante par son architecture Renaissance et son atmosphère spirituelle. L'église aux deux clochers offre une vue panoramique sur Rome, tandis qu'à l'intérieur, la chapelle Mater Admirabilis abrite une célèbre fresque de la Vierge. La Trinité des Monts accueille depuis plusieurs siècles différentes communautés religieuses. Depuis une vingtaine d'années, deux communautés se sont succédées. Il y a eu les fraternités monastiques de Jérusalem, qui ont vécu ici pendant 10 ans. Et puis nous, la communauté de l'Emmanuel, sommes ici depuis 8 ans. Et nous occupons de faire vivre ce lieu. Ce lieu a donc la particularité d'être un lieu qui appartient à la France. C'est une des 5 églises françaises de Rome, qui est donc sous la responsabilité des pieux établissements français, qui est une réalité très ancienne, qui collabore entre l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, le Saint-Siège, l'État français, et qui donc nous a confié l'administration de ce lieu pour un temps. Perchée sur les hauteurs de Rome, la Villa Médicis est un joyau de l'art et de l'histoire, où s'entremêlent grandeur et beauté. Ancienne résidence des grands-ducs de Toscane, elle incarne l'élégance de la Renaissance italienne, avec ses jardins suspendus surplombant la ville éternelle. Aujourd'hui, la villa est un phare de la création artistique, accueillant des artistes en quête d'inspiration, comme jadis les grands maîtres. Entre ces murs, l'art et la nature dialoguent en silence, offrant à ceux qui s'y aventurent un moment suspendu hors du temps. Alors la Villa Médicis, c'est ce lieu absolument extraordinaire à Rome qui accueille le siège de l'Académie de France à Rome. L'Académie de France, depuis 350 ans, elle est une résidence d'artistes qui accueille chaque année une cinquantaine de pensionnaires et de résidents qui restent entre 1 mois et 1 an pour développer un projet artistique, toutes disciplines confondues. Et nous venons de signer un protocole d'accord pour créer une bourse qui va permettre de soutenir un des artistes résidents ou pensionnaires de la Villa Médicis en lui passant une commande. La principauté lui passera une commande d'un montant de 30 000 €. À l'occasion de cette visite princière à Rome, le souverain a reçu le prix Magna Grecia en reconnaissance de son engagement à valoriser le patrimoine du sud de l'Italie à travers le réseau des sites historiques Grimaldi. Ces lieux emblématiques marqués par l'histoire de la famille princière mettent ainsi en lumière des trésors souvent méconnus de la Méditerranée. En recevant le prix Magna Grecia, le prince Albert II est salué pour son rôle en tant que défenseur du patrimoine. Son action s'inscrit donc dans une vision durable mêlant protection du patrimoine et tradition locale.
L'ambassadeur de la principauté de Monaco auprès de la principauté d'Andorre, Valérie Bruel-Melchior, a présenté ses lettres de créance à Emmanuel Macron, coprince de la principauté d'Andorre, ce vendredi au palais de l'Élysée. Le président de la République française a assuré toute sa détermination à maintenir les liens qui unissent les deux principautés, lesquelles ont été récemment renforcées par l'ouverture du premier consulat de Monaco en Andorre en septembre 2024. Une délégation du Conseil national emmenée par son président Thomas Brezzo se trouve actuellement à Malte pour y prendre part à la 17e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. 2 journées d'échange autour de leurs problématiques communes et avec la volonté d'avoir ensemble une voix qui porte. Nous retrouvons ce soir en duplex de La Valette le président du Conseil national. Thomas Brezzo, bonsoir à vous. Bonsoir Monsieur Paco. C'est déjà à Malte la 17e conférence des présidents des parlements des petits États d'Europe. La première, on le rappelle, a eu lieu à Monaco, c'était en 2006. C'est donc une histoire qui marche entre vous. Elle est effectivement indispensable. Nous partageons des difficultés communes, nous partageons des intérêts communs. Alors tous les pays n'ont pas les mêmes spécificités, mais nous nous retrouvons autour de sujets qui touchent la plupart des 12 États que compose la conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Oui, effectivement. Quelle est l'importance, Thomas Brezzo, d'un tel rendez-vous? Quels en sont les enjeux? Ils sont multiples. Le premier, c'est déjà de pouvoir nous rencontrer de manière régulière et de pouvoir échanger sur ces sujets qui sont essentiels pour certains. Et puis c'est cette coopération qu'il y a entre nous, mais également le fait de pouvoir échanger généralement en aparté pour pouvoir comprendre et tirer des discussions avec nos homologues, les expériences qu'eux peuvent connaître dans leur parlement, dans leur juridiction. 3 grandes thématiques ont été évoquées, le changement climatique, le multilatéralisme et la migration. Monaco est moins concerné par la migration, mais en fait, les préoccupations des uns rejoignent toujours l'intérêt commun. Effectivement, nous devons nous montrer solidaires les uns envers les autres et c'est le but justement, c'est de trouver une forme d'entraide entre nous sur ces sujets-là. Alors après, on parle de migration, il y a 2 types de migration, la migration contrôlée, voulue, souhaitée, la migration économique telle qu'on peut la connaître en principauté de Monaco, puisque la population monégasque est quand même composée de 77% d'étrangers, donc il a bien fallu accueillir ces personnes-là dans des conditions qui ont été définies. Ensuite, nous avons migration que nous connaissons moins, l'immigration illégale, qui là peut poser des difficultés, et ça a été l'objet des débats que nous avons eus aujourd'hui. Que peut-on retenir de la déclaration finale ? Je pense que c'est la coopération qu'il doit y avoir entre les États, que j'ai souligné notamment lors de la deuxième conférence sur le multilatéralisme. Nous sommes tous des petits États au sein du Conseil de l'Europe notamment. Certains sont adhérents à l'Union européenne. Nous participons à des organismes internationaux et nous avons tous un poids à apporter sur les décisions qui sont prises par ces organismes internationaux-là. Et le fait d'unir nos voix nous donne plus de force à mon sens, et c'est ce que j'ai incité mes homologues à faire avec une réunion, notamment une communication plus importante autour de nos préoccupations pour pouvoir peser justement auprès des instances internationales de manière plus significative, parce que je pense que c'est essentiel. On l'a vu avec la liste grise il n'y a pas longtemps, le Gréco. Je pense qu'avoir du poids auprès de ces instances internationales est vraiment essentiel pour la principauté. Cette union, cette force à plusieurs, même si l'on est petit par la taille, c'est un enjeu majeur, car cela équivaut à une voix d'importance tous ensemble ? Tout à fait, c'est effectivement le cas. Nous avons pu discuter notamment avec nos homologues du Liechtenstein et du Luxembourg, qui ont des problématiques assez communes, notamment autour de la finance, autour des problématiques que nous rencontrons régulièrement, autour de l'économie plus généralement. Et nous avons pu discuter sur les modalités de l'exercice du parlementarisme dans ces pays-là, les expériences que rencontrent nos homologues, et donc c'est toujours un enrichissement pour nous et une expérience pour nous donner une vision plus large de ce que nous pouvons faire, de ce que nous devons faire pour améliorer les fonctions de conseillers nationaux et conseillers nationaux au sein de la principauté. Et puis on l'a vu avec Andorre, c'est vrai qu'il s'est inspiré de la démarche de Monaco dans ses négociations avec l'Europe. Ce partage d'expérience est précieux.
Nous avons effectivement ensuite rencontré nos homologues d'Andorre et nous avons pu discuter des discussions qu'eux ont maintenues avec la Commission européenne autour d'un accord d'association avec l'Union européenne. Et effectivement, ils ont fait appel au même cabinet de consultants que nous avions mandaté pour pouvoir réaliser une étude d'impact sur les incidences de l'accord d'association au sein de... pour Monaco, pour ce qui nous concerne, eux, ils ont fait la même chose pour Andorre, avec ensuite la ratification qui devra être approuvée par référendum au sein de leur État. Donc nous avons pu discuter de ces sujets-là. A priori, il devrait y avoir un référendum en 2025-2026. Voilà. Nous avons également souligné la nécessité de créer un groupe d'amitié entre Andorre et Monaco, qui nous permettra d'échanger plus régulièrement, plus facilement, qui permettra également une meilleure coopération entre nos deux institutions. Donc ça, c'est aussi une bonne chose, et je me rendrai, je pense, à Andorre dans les semaines qui viennent pour pouvoir justement signer cet accord. Nous avons en marge également de ces discussions rencontré le président du Parlement du Monténégro, qui est pays en grand développement aujourd'hui démocratique, avec une aspiration à adhérer à l'Union européenne. Donc tous ces problématiques-là qu'ils partagent eux-mêmes ont pu être discutées, échangées. Et effectivement, c'est toujours un enrichissement pour nous-mêmes, pour les élus. Merci à vous, Thomas Brezzo, d'avoir été notre invité ce soir. Merci, Monsieur Paco. Bonne soirée. Comme chaque année, l'Organisation maritime internationale organise une journée mondiale dédiée à la mer. Elle coïncide avec le 50e anniversaire de l'adoption de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Et pour illustrer son engagement, la Principauté a choisi d'illuminer en bleu cette année le Palais Princier ainsi que le Yacht Club de Monaco, qui voit en cette période se transformer devant ses quais son univers habituel avec l'événement du week-end, le Monaco Yacht Show. Et un regard, tiens, ce soir, sur ce besoin de révision, comme en automobile pour certains bateaux d'exception. Et pour cela, il y a Monaco Marine, une société actuellement présente au Monaco Yacht Show pour exposer le fruit de son travail. Sarah Nkari, Jean-Alexandre Dordet et Clélia Renaud se sont rendus sur place. Regardez ce reportage. Adventure et Spirit, ce sont les deux yachts présentés par Monaco Marine au Yacht Show en ce moment. Pour l'entreprise de 25 ans d'expérience dans le réaménagement, la réparation et la maintenance de yachts, ce choix n'est pas anodin. Ces bateaux reflètent les efforts des professionnels de la société qui réalisent absolument tous les désirs des propriétaires. On repeint souvent les bateaux vraiment de la tête aux pieds, ça c'est vraiment notre bread and butter comme on dit en anglais. Mais tous les travaux de maintenance mécanique, là vous pouvez voir juste derrière moi, vous le verrez peut-être un peu plus, on a rallongé un bateau, on a transformé le bateau avec une plateforme de bain de 3 mètres. Donc voilà, on peut les modifier. On a là récemment installé une piscine sur un bateau de 75 mètres. Chaque année, plus de 3000 yachts pouvant aller de 10 à plus de 160 mètres passent entre les mains de Monaco Marine dans ces chantiers navals situés entre la Principauté et Marseille. Un emplacement stratégique quand on sait que la moitié de la flotte mondiale débarque ici, sur la Côte d'Azur. La plupart des bateaux avec lesquels on travaille sont classés, donc ils sont soumis à une réglementation et à des visites notamment quinquennales. Voilà, là où on intervient, on va inspecter vraiment les systèmes qui sont fondamentaux pour la sécurité et la manœuvrabilité des navires. Voilà, ça c'est tous les 5 ans. Les clients dont l'anonymat est préservé peuvent être sereins. Leur yacht reste à la pointe de l'excellence, quel que soit l'endroit où ils naviguent dans le monde. Pour information, celui-ci est actuellement à la vente pour quelques 27 millions d'euros. Le Liban traverse, on le sait, des moments tragiques à la suite des récents bombardements. Des milliers de familles ont été contraintes de quitter leur foyer, cherchant refuge dans des églises, des écoles, chez des proches. Aujourd'hui, ces familles n'ont plus rien, elles sont privées de l'essentiel, un abri, des vivres, des couvertures pour se réchauffer et même des matelas pour dormir. Face à cette urgence, l'association monégasque des Amis du Liban fait appel à votre générosité pour offrir un soutien immédiat et vital à ces familles. Le gouvernement princier vient d'adopter un arrêté ministériel précisant les conditions de gestion des soins de premiers secours d'urgence pour les travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise sur leur lieu de travail. L'objectif est de soustraire une victime d'un accident ou d'un malaise d'une situation de danger afin d'éviter potentiellement le phénomène de suraccident en réalisant sans délai par des salariés formés au premier secours les gestes nécessaires destinés
à limiter les conséquences d'un accident dans l'attente des secours spécialisés. Les sports et un anniversaire qui tombe bien après un début de saison plus que réussi pour l'AS Monaco FC. Les 100 ans du club rouge et blanc. Pour l'occasion, les légendes du club seront célébrées comme il se doit dans l'enceinte du stade Louis II. Des rencontres avec des jeunes footballeurs et les champions de toute génération. Sans oublier les traditionnelles animations musicales et pyrotechniques. Également, une édition spéciale de votre journal sur Monaco Info à 19 h ce samedi. Au plus près de vos joueurs préférés, dans l'histoire de votre club préféré, nous serons avec eux. Un contexte en tout cas qui va ravir toute l'équipe, tous les supporters et demain en plus, il y a match à 21 h. Tout le monde est motivé, à commencer par l'entraîneur Adi Hutter. We are happy to have the century game against Montpellier. Big event for the club. You can imagine 100 years old, the club, amazing club. Lots of famous people will visiting this game, former players, fantastic coaches. So we can be really happy to be part of this club. We should be well advised to have the focus completely on the game, and the players and our technical staff, for sure we will do it. And it was also a good example on Sunday against Le Havre. We struggled a little bit in the first half. In the second half we did much better, and we have to be ready Saturday 9 p.m. we should be immediately on the pitch, and maybe we can give the gift with a victory for this celebration. 5 matchs en Ligue 1, 4 victoires et un nul et une place sur le podium. Une ouverture en Ligue des Champions de grande classe face au Grand Barça. Les raisons d'un début de saison réussi avec l'expérimenté défenseur Thilo Kehrer. On trouve un bon équilibre entre notre style de jeu qui est offensif, qui est très actif et qui implique prendre des risques. Et je pense que cette saison, on trouve une bonne manière de gérer, d'avoir une certaine stabilité, une certaine sécurité dans notre style de jeu sans perdre ce qui nous rend fort et ce qui nous fait marquer aussi des buts. Monaco-Montpellier, le match, demain, 21 h. Et rendez-vous, n'oubliez pas, 19 h ce samedi, notez-le bien, pour fêter ensemble sur Monaco Info le centenaire du club rouge et blanc. C'est plus qu'une tendance, c'est désormais rentré dans les habitudes de nombre d'entrepreneurs, séduits par cette nouvelle façon de travailler, le coworking, des espaces dédiés à la création, à la réflexion aussi, qui se multiplient. Exemple ici, à Monaco avec The Office, qui vient tout juste de fêter ses 5 ans. The Office, l'un de ses fondateurs est avec nous, c'est Arnaud Sbarato, il s'est confié à Émilie Rousseau. Bonsoir Arnaud Sbarato. Bonsoir Émilie. Vous avez lancé avec vos associés The Office il y a 5 ans maintenant. Le coworking est apparu très rapidement comme une solution très efficace. Oui, en fait, quand on a démarré l'aventure il y a 5 ans, on avait en leitmotiv de proposer aux entrepreneurs, aux travailleurs monégasques, des espaces de travail convivial dans lesquels ils pouvaient s'épanouir, travailler et se développer en toute aisance. Donc on a mis en place notre concept de domiciliation d'entreprise, mais surtout de coworking, dans lequel on leur propose tout un tas de services pour les accompagner et surtout une communauté. Donc chez The Office, c'est surtout la communauté qui est mise en avant. Quels sont les services que vous proposez à The Office ? On gère en fait un petit peu le quotidien un petit peu pénible pour les entrepreneurs. Donc on réceptionne leurs courriers, on leur propose essentiellement donc, un espace de travail, des espaces de travail, parce que nous avons 3 établissements différents, confortables, convivial, dans lesquels ils peuvent s'épanouir. On leur met à disposition tout le nécessaire, le Wi-Fi, des espaces où ils peuvent partager entre eux, faire des rencontres, des espaces plus intimistes où ils peuvent travailler en toute intimité, dans le calme. Et on leur met à disposition du café, du thé, tout le nécessaire pour qu'ils puissent passer une très bonne journée au travail et se sentir bien. Oui, c'est une solution synonyme de beaucoup de flexibilité et de coût également, Arnaud ? Oui, pour les entrepreneurs, c'est vrai que c'est un avantage en termes à la fois de flexibilité et de coût, parce qu'on propose une offre clé en main, donc avec un prix fixé à l'avance, et il n'y a pas de vis caché là derrière. Donc, ils peuvent maîtriser leurs dépenses fixes et ainsi se développer plus sereinement. En termes de flexibilité, effectivement,
Nous, on propose des contrats annuels, mais qui peuvent s'arrêter quasiment du jour au lendemain s'ils ont besoin de s'agrandir et de partir ailleurs dans des bureaux plus grands. Et quelle est la surface aujourd'hui de vos locaux? Combien de personnes vous pouvez accueillir à The Office? Aujourd'hui, avec notre développement, on a 3 établissements. Ça représente environ 1800 mètres carrés. Et on héberge environ 300 membres. Et quel est le profil de vos membres? Il y a vraiment de tout, c'est vraiment un melting pot de tout type d'activités, de sociétés, des entrepreneurs individuels, des entreprises rattachées à des groupes internationaux. On a vraiment tout type de clients. On l'entend, c'est un lieu où se croisent des patrons, de jeunes entrepreneurs. Vous avez même cité le mot de communauté tout à l'heure. Oui, pour nous, c'est très important de mettre en avant la communauté parce que c'est ce qui fait, je pense, la force et la réussite de The Office. C'est vraiment tous les mondes qui se croisent, donc des entrepreneurs individuels, des grands patrons qui ont réussi sur d'autres projets, qui lancent de nouveaux projets. On a même des employés parce que certains avec des bureaux peuvent avoir leurs propres employés. Donc c'est vraiment tout un univers de personnes qui se mélangent, qui se rencontrent et qui échangent et partagent des expériences, des conseils et toutes sortes de choses. Ouais. The Office fête donc ses 5 ans. Quel regard portez-vous sur ces 5 années d'activité? Ça n'a pas été simple parce que vous avez été impacté par la crise sanitaire. Un petit peu, on s'est retrouvé un petit peu 1 an et demi après avoir lancé notre activité en plein milieu de la crise sanitaire. Donc, comme tout entrepreneur qu'on héberge, on a eu aussi notre petite période de crainte. On s'en est bien sorti, nos membres s'en sont bien sortis, on a essayé de les accompagner du mieux qu'on pouvait. Comme toutes les entreprises ont bien été accompagnées à Monaco par le gouvernement princier. Donc ça a été une phase un petit peu compliquée, mais de laquelle on s'en est bien sorti. Et nos entreprises aussi. Est-ce que le concept de coworking a beaucoup à offrir encore quand on voit son succès? Je pense que oui, surtout à Monaco où l'immobilier est très cher et très rare. Je pense vraiment que le coworking, c'est l'avenir en fait pour les petites entreprises essentiellement, pour pouvoir se développer et grandir en principauté. Oui. C'est le bureau de demain? Je pense, oui. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Sbarato d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info pour évoquer ce succès des espaces de coworking. Merci à vous. Entretien à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site sur Monaco Info. Créé en 1924, le mouvement surréaliste sera mis à l'honneur pour les mois à venir en principauté avec l'exposition Surreal Legacies présentée par la galerie d'art Hauser & Wirth. Reportage de Gaëtan Lebrun, accompagné de Jean-Alexandre Dordet. Du 26 septembre au 21 décembre, le Monte Carlo One se transforme en véritable galerie d'art. Pour fêter les 100 ans du mouvement surréaliste, la galerie a accueilli ici en principauté une dizaine d'artistes peintres venus du monde entier afin de prôner l'héritage laissé par le surréalisme à travers les différentes époques. Their works recall surrealism in different ways, the legacies of surrealism. So we're revisiting surrealism through subsequent generations and showing the persistence of the influence of surrealism as a movement till the present day. All of the artists are women, and we also wanted to focus on the importance of women artists in exploring the legacies of surrealism. Le mouvement a su évoluer au fil des années en se réinventant à travers les sociétés afin d'influencer de nombreux domaines comme l'écriture, le cinéma ou encore la photographie et faire du surréalisme une tendance transgénérationnelle. Le mouvement surréaliste, c'est extrêmement important dans les contextes du XXe siècle et même aujourd'hui. Il a eu un impact assez important sur plusieurs disciplines. Donc on pense sur la littérature, en fait, sur les films, sur les cinémas, même sur la psychologie. Donc c'est un mouvement qui a vraiment impacté toutes les disciplines et qui, encore aujourd'hui, c'est de grande actualité. La galerie qui se déplacera ensuite à Paris, au Centre Pompidou, pour une nouvelle exposition sur le mouvement surréaliste. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Sarah Inkari. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le soleil va continuer de briller sur la principauté ce week-end. Demain en particulier, nous aurons un ciel totalement dégagé comme aujourd'hui avec des températures cependant un peu moins chaudes, 11 et 21 degrés contre 16 et 24 aujourd'hui.
Enfin, pensez-y, nous fêterons ce samedi la Saint Wenceslas, un prénom rare de par chez nous, mais courant en Pologne et en Slovaquie. Comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec l'exposition du moment à la galerie Hauser & Wirth, l'expo Surreal Legacies. Les photos sont signées Manuel Vitali. Et puis restez bien avec nous. Dans un instant, l'après-JT consacré ce soir au Monaco Yacht Show.